Parti. Salut à tous, Freeplan TV, ce soir on est en live comme chaque semaine, chaque mercredi à 21h avec Nocif. Salut Nocif. Salut Nors, comment vas-tu aujourd'hui? Super. Et toi? Ça va, super aussi. Bah écoute, c'est une petite semaine, je trouve. On n'a pas eu énormément de choses à débriefer. Par contre, on a une chouette interview de Yatsu qui est sortie sur YouTube et on va en discuter un petit peu tout à l'heure parce que je pense on a des choses intéressantes qui peuvent être sorties de cette interview. On en parlera tout à l'heure. Je te propose qu'on y aille directement avec les news en vrac. Ouais, petit tour d'horizon. Allez, je te laisse commencer Nocif des nouveaux vêtements dans la boutique Upland. Oui, donc du coup, on a remarqué par hasard, parce que Applen apparemment ne communique pas les nouvelles collections et tout ce qui arrive maintenant dans le... J'espère que ça va pas couper. Bah écoute, voilà. Donc nouveaux vêtements en tout cas dans la gamme. Alors oui, Nocif, est-ce qu'on peut s'emballer directement avec Ah ce oui, petit ça a logo? coupé, hein. Ah Ça a oui, coupé, complètement? coupé. Ouais, parce que là, on me donne accès à la vidéo précédente, donc à l'enregistrement. Ouais. Ah mais là normalement on est reparti, hein. Normalement on est Alors attends, je recharge. recharge. Ouais, on est en live. Tout beau. Ok, nickel. Donc je te demandais, sur la manche de ce pull tie-dye, on voit un petit logo Champion. Est-ce qu'on peut s'emballer et se dire que Champion est un partenaire Upland? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. On ne sait pas vraiment si donc c'est un vrai partenariat, une vraie collab, ou si c'est juste en fait des habits qui sont éditables en fait. Il y a voilà, certains types de vêtements dans certaines marques, on peut juste voilà, commander avec un logo spécial et c'est floqué par la marque. Donc, difficile de Et savoir. Champion fait ce genre de choses, hein. Ils ont une Et Champions fait ce genre de choses, donc il y a de fortes chances que ça soit plus voilà. comme ça. En revanche, ça démontre quand même quelque chose, c'est que voilà, Upland peut se permettre, par rapport à, parce que nous, on n'a pas accès à ce qui est vendu, les stocks, tout ça, mais apparemment, Upland s'est dit bon voilà, d'utiliser un habit de marque pour y représenter sa marque, et ça fait quand même gonfler le prix, vu que ce pull, il est à 90 euros, enfin 90 $, alors que les autres pulls, en général, ils tournent autour des 45-50. Donc, on voit qu'il y a un petit move de plaine quand même. Ça dénote le fait qu'il y ait... Je pense qu'il y a de la demande en fait sur le site. Plus que Possible. ce qu'on pourrait croire, ouais. Et du coup, apparemment, voilà, il y a pas... Voilà, ça a coupé au moment où on disait... apparemment, Plaine ne communique pas là-dessus. Donc, voilà. Vous avez vu, voilà, c'est les deux coussins, c'est ceux de General Moore et de X1, David et Matthew. Donc, voilà, très rigolo. Moi, je les ai fait Exact. en commander pendant une petite Ensuite, semaine. nous avons eu un petit message Discord pour nous inviter à nous rendre sur un Reddit pour Nocif donner notre avis sur une future ouverture de ville. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ça, c'est incroyable. Donc du coup, apparemment, alors qu'est-ce qu'on peut dire? En tout pragmatisme, Ben c'est pas Upland fait fait un sondage. c'est pas fait Ah, vas-y. pour définir la ville déjà. Non, c'est pas fait pour définir la ville. Mais en gros, c'est vendu comme un sondage de qu'est-ce qui potentiellement dans des futurs releases de ville, on pourrait potentiellement voilà, apporter comme modification dans on va dire dans la mécanique du release. Donc c'est vendu comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut vite penser que voilà, ils ont une petite idée derrière la tête et qu'il va y avoir du changement quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la modif dans les mécanismes de release dans les prochains releases. Ouais. Exact. D'ailleurs, si vous n'avez pas été participé à ça, je vous invite à, si vous avez des idées en tout cas de mécanique pour des releases de ville, n'hésitez pas à aller mettre un petit post sur Reddit parce que vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 EPEX. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, tentez votre chance. Si ça vous tente pas ou si vous n'avez pas d'idée simplement, sachez que moi j'ai mis un petit message cet après-midi. Alors avec un but intéressé, non pas pour les 10 000 EPEX, mais plutôt pour Freepland. Donc moi en fait ce que j'ai proposé c'est que Upland avant de faire sa release propose 2 ou 3 villes et que les communautés puissent ensuite faire une compétition en soutenant chacun une ville et la communauté gagnante pourrait voir sa ville sortie et release dans Upland.
Donc je trouve l'idée sympa, ce serait marrant qu'ils fassent ça. Ça donnerait du pouvoir aux communautés, ça donnerait du pouvoir à la communauté en général sur les décisions qui sont prises dans Upland. Et accessoirement pour Frup, ce serait cool parce qu'on est quand même une des communautés bien représentées de l'écosystème et ça pourrait peut-être nous permettre de pousser un petit peu Paris, allez savoir. Ouais, du coup, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui sont en live avec nous, qui seront sur YouTube, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Reddit. Je sais pas si on peut mettre un petit lien là quelque part et pour pouvoir Je aller suis tellement nul sur upvoter. Reddit. Je suis tellement nul sur Reddit. J'ai cherché tout à l'heure. Je suis tombé dans un truc qui s'appelait des permalinks et j'ai pas réussi à trouver le lien. Je sais pas trop comment. En fait, je suis absolument nul sur Reddit, mais il faut que je m'y intéresse parce qu'il y a pas mal de choses bien qui se passent là-dessus. J'ai l'impression. Ouais, mais je pense que les gens trouveront dans tous les cas. De toute façon, ça sera dans tous les cas un des derniers posts Upland. Donc voilà, si vous avez le temps, allez essayer de récupérer le commentaire de Norse et de le upvote avec la petite flèche vers le Si haut. le cœur vous en dit, bien entendu. Oui, bien sûr. On ne menace pas. Exact, exact. Alors on a eu encore un petit problème d'achat en dollars nocif. Ouais, voilà, encore une Problème petite. grave, c'est la fin du monde. Est-ce que on doit Bah, tous fiat c'est out et se jeter jamais. dans les abris Ouais, anti-atomiques? voilà. Peut-être pas les abris anti-atomiques, mais en tout cas, faut se mettre aux abris, quoi, quand il y a ce genre de choses. Parce que ça parle voilà, des achats en dollars, des gens qui achètent des trucs. C'est pas direct perçu dans les wallets. On achète des EPEX, ils n'arrivent pas. Donc ça, c'est jamais top pour la plateforme. Après, ce qu'on peut noter, c'est la vitesse de réaction. Ça Mhm. a été extrêmement rapide, ça a été extrêmement vite communiqué, etc. Donc voilà, en gros, c'est top, quoi. Ok. Alors, Ops, J'ai un petit problème de micro, apparemment. c'est GB justement, je viens de le voir dans le chat. Tu nous commentes Mavion et j'essaye de régler ton problème de son? Alors, Mavion, donc du coup, en fait, on vous en avait parlé il y a quoi, un petit mois de ça. On avait vu qu'il y avait un nouveau compte dans la communauté, voilà, un nouveau compte plein qui s'appelait Mavion, qui avait reçu en fait de l'argent enfin, des UPEX de la community pool, enfin de l'Upland pool justement, et qui nous avait voilà mis la puce à l'oreille sur voilà, potentiellement c'était un partenaire. Donc on avait regardé sur internet qu'est-ce qu'était Mavion et potentiellement voilà, c'était une marque c'est en fait c'est une marketplace on va dire prêt-à-porter, wearable, NFT quoi. Et donc voilà, donc on avait vu juste, donc c'est vraiment cette marque-là qui est partenaire avec Upland et du coup voilà ils ont fait l'annonce, donc il va y avoir l'annonce, je crois que c'est le 30 mars, voilà. Donc le 30 mars il va y avoir l'annonce de exactement qu'est-ce qui va se passer avec Mavion, mais je pense que voilà, au même titre que là, on a vu Jackie Tsai arriver dans la plaine un petit peu plus, d'une manière un peu plus concrète avec Factory et Showroom. Donc il manufacture voilà, ses propres items et il les vend dans son showroom. On pourrait voir quelque chose de plus ou moins similaire là, mais ça serait du wearable. Donc voilà, encore une nouvelle mécanique. Est-ce que ça sera pour les avatars? Probablement. Donc voilà, on suit ça de près, mais en tout cas, voilà, c'est un petit plus qui est assez cool. Ouais, ne Et, pas piquer des hannetons, et on je va pas se dirais. priver, Cocorico, on l'avait bien pressenti, donc c'est cool. Eh oui, On eh a eu oui, le nez creux sur ce coup-là. on a le flair. On a le flair exactement. Moi je dis il faut pas se retenir quand on a la possibilité de frimer un peu Ben ouais, en flex, en à flex. fond. Exact. Petit point sur les floor price au 22 mars et au 29 mars. Donc le 22 mars c'était les statuts de la semaine passée. Les statuts de cette semaine-ci bon, sont, allez, on va dire très légèrement en baisse, si ce n'est les dollars à San Francisco, les ventes en dollars, qui sont en légère augmentation. Euh, Ouais, voilà. on- Voilà, c'est des petites fluctuations de marché qui a rien d'incroyable, hein. Et puis la propriété à Manhattan qui a 95 000 UPEX, voilà, c'est juste une qui s'est décorrélée, qui était là aujourd'hui, donc on l'a noté, mais c'est vrai que le floor est quand même on plutôt peut parler à de 100K. stabilité, hein. Oui, là on est dans une sorte de stabilité. Euh, ouais, on peut pas dire vraiment autre chose. Alors, plutôt intéressant, ça j'ai trouvé, les plus grosses transactions de cette semaine. Et je dois dire que j'ai été surpris, en fait. J'ai été surpris par San Francisco. Je trouve étonnant
cette équivalence entre les dollars et les UPEX. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Après, voilà, je pense que c'est quelque chose, on va le faire à peu près toutes les semaines maintenant, cette petite update là-dessus. Mais c'est pas forcément pour prendre une vraie température sur le marché. Ça va plutôt être un thermomètre pour voir quand les choses vont commencer à bouger sur la plaine et de voir quand il y a quand même des gens qui recommencent à mettre des gros billets, quoi. Parce Hmm. que il y a quelques mois en arrière, voilà, il y avait des mecs qui posaient des sommes faramineuses pour une seule propriété. Ça s'est pas mal calmé parce que les gens sont un peu frileux aujourd'hui, donc vraiment mettre des grosses sommes. Donc, voilà, il y en a pas mal qui réfléchissent à deux fois avant de faire ça en ce moment. Mais voilà, donc ça va être un bon thermomètre quand on va voir qu'il va voilà, que de gros chiffres vont recommencer à apparaître. Ça sera sûrement un des premiers signes précurseurs voilà, d'un potentiel voilà, regain de dynamisme au niveau du marché global, quoi. Hmm. Donc je pense que ouais, c'est un bon petit tool pour voir où on en est, à coupler avec les floor price, etc. Exact. Donc voilà, Bonne, bah, je sais pas ce qu'on peut dire, mais mais bah voilà, tout est là, quoi. Il y a pas grand-chose oui, à ajouter, hein. de toute façon, là ici, il n'y a pas énormément à dire. Quand on voit, de toute façon, on voit bien qu'au niveau des superficies en upsquare, ben, il y a toujours cette disparité entre les ventes en dollars et les ventes en UPEX. Même si sur San Francisco, les deux montants sont équivalents, on voit que les superficies de propriété sont radicalement différents quant à eux. Donc, bon, voilà, il y Ouais, a, après, faut faire attention à ce qu'il y a le quartier aussi. C'est pour ça, c'est une notion qu'il faut prendre vraiment mais en avec fait, du recul, quoi. en fait, très honnêtement, la plus grosse transaction, ça n'exprime pas vraiment grand-chose quant au dynamisme des ventes, Non, absolument pas. quant à l'intérêt, parce qu'il y a surtout à Manhattan et à San Francisco, il y a des nodes où les prix sont un petit peu envolés et où tu peux rapidement atteindre des grosses Exactement. transactions pour des propriétés qui n'ont pas forcément grand-chose Mm. de révolutionnaire. Donc voilà, Non, là, je pense tu qu'on voit que disais un c'est un peu thermomètre. uniforme. Tu disais un Voilà, c'est thermomètre ça. tout à l'heure, moi je dirais un vagomètre. Je dirais qu'on va Ouais, plutôt c'est capter ça. les vagues quand il y a quelqu'un qui fait Exactement. une bombe dans un coin de la piscine et qu'il y a des remous qui arrivent jusqu'à nous, on va les capter avec ça. Mais c'est... Enfin, moi je trouve les métriques toujours Exactement. intéressantes. C'est le genre de petits chiffres qui me fait Oui, toujours oui, ça, c'est plaisir à des trucs voir. à garder sous le coude. Ça fait jamais de mal. C'est avec ce genre de métriques, comme tu dis, qu'on voit des choses arriver au loin. Donc, c'est pas Exact. une mauvaise chose. Sinon, cette semaine, on nous a annoncé l'Explore Center. Alors ça, moi, je suis excessivement intéressé par ce genre de choses. Ça va complètement dans le sens des facilitations à l'onboarding dont on parlait la semaine passée. Là, ici, on est vraiment sur une académie, disons-le franchement, une encyclopédie du fonctionnement de Upland qui est à l'intérieur même de l'application. Qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous dire là-dessus, Nocif? Bon, déjà, on peut dire que ça se trouve dans votre quick menu, hein. Si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas vu les pop-up, si vous avez coupé ou quoi que ce soit, vous pouvez y accéder dans votre quick menu. C'est la deuxième icône qui s'appelle Explore et vous arrivez alors Très accessible. qui est ultra accessible. Nocif, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Alors Autant de moi, bons que j'ai moi? noté deux, trois autres trucs qui sont arrivés en fait dans ce package-là. Par exemple, quand on se rend sur donc Upland, donc a priori pas forcément sur l'application. Je pense que j'ai pas essayé l'application sans avoir de compte. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. En revanche, sur l'application, enfin sur la version web, que ce soit sur mobile ou sur desktop, maintenant en fait on peut avoir accès au profil des joueurs. Donc, c'est-à-dire sans avoir être enregistré, d'avoir rentrer vos mots de passe, tout ça. Vous pouvez cliquer sur un profil et voir les NFT qu'il a, voilà, se balader dans le profil. Avant, il y avait vraiment ça a bloqué complètement, quoi. Si vous n'étiez pas connecté, bah, ça vous disait de vous connecter tout simplement pour aller voir plus loin dans les profils. Donc ça a une petite différence que je trouve qui est assez cool, parce que pour une personne, avant, en fait, une personne qui n'avait pas de compte, elle arrivait, elle dit, bah voilà, je peux même pas voir. Là, c'est intéressant parce qu'on peut rentrer dans les profils, voir les NFT, on peut aller voir les voitures, les décors, tout ça, ça peut donner envie à certains joueurs. Donc je trouve que c'est un bon plus, c'est quelque chose qui était nécessaire, je pense, même si c'est un petit détail, je pense que c'était quand même nécessaire. Donc ça, c'est une chose que je voulais noter. En revanche, voilà, on voit que même le design un petit peu de l'onboarding a changé, voilà, avec le petit sign-up en haut à droite qui est beaucoup plus, voilà, je trouve que c'est plus rond, c'est plus fini, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui en est de vraiment donc, de l'Explore Center, c'est vraiment très très bien fait.
Donc c'est un guide qui vous prend pas à pas par rapport à voilà. Et je trouve que ça va du plus urgent à comprendre à potentiellement voilà, des choses un petit peu plus secondaires. Ça vous emmène vraiment, c'est assez fluide, c'est bien fait, ça utilise. En plus, on voit qu'il y a il y a un vrai boulot derrière parce que ça utilise de temps en temps des items qui potentiellement vont changer parce qu'ils vont changer de ownership, tout ça. Donc il doit y avoir un système derrière voilà, qui change automatiquement les exemples, tout ça. Donc je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait en termes de développement derrière. Donc ça, c'est très très cool. Et c'est très clair, voilà. De temps en temps, il faut attendre quelques petites secondes avant que quelque chose se manifeste. On ne sait pas trop, mais ça arrive assez vite. Je pense que vraiment, ça va perdre personne. Et ouais, bon, c'est un très très bon tool d'onboarding. Je pense que ça va faire, sur du moyen terme, ça va faire une énorme différence. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, c'est l'événement qui m'a vraiment fait prendre conscience à quel point on a de plus en plus besoin d'une révision graphique du quick menu. Je trouve qu'il y a de plus en plus de choses dans ce quick menu et ça vaudrait vraiment la peine qu'ils jettent un petit coup d'œil à ça et qu'ils réoptimisent, qu'ils remettent un petit coup de propre là-dedans. Je Moi, pense que j'aimerais beaucoup un quick menu, donc sans le cadre blanc comme ça, et que ce Mhm. soit des petites icônes un petit peu interactives en 3D, voilà, qui soient en fait décalquées sur la carte. Qu'il n'y ait pas ce cadre blanc qui se mette, mais que quand on clique sur le quick menu, il y ait juste les icônes qui montent en fait, et qui soient en transparence sur la carte, un petit peu en 3D, un truc un petit peu plus, voilà, un petit peu plus moderne, quoi. Mhm, tout à fait. Euh, Passons au sujet suivant. On a Blossom Season, donc la saison Blossom qui arrive. Je vous ai pris ici en note alors, je vais enlever ma webcam parce que je suis devant les infos. Je vous ai pris ici le calendrier de, de Upland avec les différentes saisons qui vont à partir de maintenant se succéder. Ces saisons ont de l'importance parce qu'elles définissent notamment le type d'ornement qu'on a le droit de poser sur nos bâtiments à un moment T. On va pas pouvoir, et ça me paraît tout à fait logique, hein, on va pas pouvoir mettre des ornements de Noël alors qu'on est en plein été, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça c'est une des choses qui est intéressante à remarquer. Cette Blossom Season est marquée par la mise en vente des ornements de Jackie Tsai dans son showroom que je vous ai pris ici, qui est à Los Angeles, hein, c'est ça, je crois, hein. Ouais, Oui, c'est ça. exact. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est à Telfair Avenue. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez acheter des ornements dans ce shop. Petite information supplémentaire. Donc, il y a apparemment eu un petit problème technique qui a été trouvé et à la, quant à la production et à la vente. En fait, le problème s'est manifesté aux deux endroits. Il y a eu apparemment un peu trop de supply qui a été faite et cette supply a été vendue. C'est ça, Nocif? Ouais, exactement. Non, non, c'est pas. Je pense qu'il y avait justement. Trop ou pas assez? Est-ce qu'on sait? Je pense qu'en fait, il y a pas été, il y a pas eu de vente en trop, en fait. C'est juste, en fait, ça n'a pas été produit encore, donc ça n'a pas été acheté. Et en fait, ils avaient écrit trop de mint, en fait, par Hmm. rapport à. Mais par contre, ils n'ont pas été vendus, ces mint en trop. Donc c'est juste que maintenant, ils vont en rééditer une collection avec vraiment, en fait, le bon nombre de mint écrit, en fait, sur les métadonnées des NFT. Et c'est tout ce que ça change en fait. Donc, Hmm. c'est-à-dire que Upland vous propose de swapper en fait donc ceux que vous avez achetés, donc avec le bon numéro de mint en tant que tel, mais le max mint supply qui est faux, vous pouvez le swapper contre le même mint, mais avec le bon max supply. Donc on vous propose de faire ça. Mais en revanche, voilà, il y a pas, c'est pas, il y a pas de drame vu qu'il n'y a rien qui a été acheté, qui sortait en fait de la max supply ou quoi que ce soit, ça n'avait pas été encore produit. Donc, il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau. Donc, vous aurez juste, si vous décidez de ne pas les changer contre la nouvelle collection qui, elle, est tout à fait juste, bah, vous aurez juste voilà, un faux nombre de mint de max supply. Vous serez par exemple 1 sur 15 au lieu que ça soit en fait 1 sur 10 la véritable collection. D'ailleurs, les ornements sont ici affichés sur votre écran. Vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. La supply est faible quand même, hein.
Ouais, moi c'est Jackie Tsai, hein, c'est un artiste de renom, hein, faut pas l'oublier. Exactement. Donc là, on Euh, voit qu'il y a un positionnement qui est un peu différent que pour certaines autres ventes d'ornements mm, qui ont eu lieu. On voit que les prix également ont été revus un petit peu à la hausse. Encore une fois, c'est un artiste de renom, donc le c'est ça. contraire eût été étonnant. Mm. Et Non, moi j'ai vas-y. hâte qu'il fasse des décors. Parce que c'est rigolo les structures ornament, mais j'ai vraiment hâte qu'il fasse des décors parce que bah du coup un décor ça peut vraiment être vu comme une statue. Là on est sur de la décoration de quelque chose. Dans l'art on n'est pas trop fan. Les artistes ils aiment pas trop être pris comme de la décoration de quelque chose. Et puis même ça je trouve ça dévalue un petit peu l'art, mais voilà quand on va arriver à vraiment genre le, le- l'objet en lui-même qui représente l'œuvre d'art, je trouve que ça va être très très cool. Je serais beaucoup plus intéressé, en tout cas pour ma part, d'essayer de récupérer ce genre d'objet. Et en fait, ce que je trouve vraiment cool là-dessus, enfin, dans tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, c'est que Upland était partenaire avec Jackie Tsai jusqu'à présent. Et en fin de compte, on voit qu'ils sont plus vraiment partenaires. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est juste Jackie Tsai qui a sa devanture dans Upland. Donc il a sa factory, comme n'importe quelle personne de la communauté. Et il a son showroom. Et en fait, il peut commencer à produire voilà, son propre matériel digital et le vendre à travers Upland. Et on pourrait ne pas se rendre compte de ce que c'est pour l'instant, mais moi, de mon point de vue, c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment énorme, quoi. Ouais, tout à fait. On passe à la suite. On termine les news de la semaine avec MV Motors. Donc MV Motors, comme vous le savez, a lancé une vente de véhicules qui a commencé. Alors cette fois-ci, je m'accroche parce qu'il y a encore des heures à traduire et j'ai absolument pas envie de me planter. Donc la vente a commencé aujourd'hui à 18 h heure française, n'est-ce pas Nocif? Exactement, ouais. Est-ce que tu as eu de la chance? Non, je n'ai eu absolument pas de chance. Donc, pour la petite anecdote, Moi depuis non le plus. début des voitures, donc que ce soit toi ou moi, on n'a jamais été sélectionné. Donc, on a envoyé un mail à Upland avec des emojis qui pleurent. Exactement, exactement. Mais non, bon, bah, c'est compétitif, hein, c'est normal, on est beaucoup à vouloir toutes ces voitures. Là, en plus, c'était pas un énorme release, hein, il y avait que 500 voitures. Même Mhm. si ça paraît beaucoup, en fait, c'est rien. Euh, donc voilà quoi, bah, second marché, hein, si vraiment on veut quelque chose, second marché. Il y a pas Exact. mal de gens autour de nous qui ont été sélectionnés, qui ont eu des petites places sympas, qui ont réussi à faire des bons coups, donc c'est toujours très cool quoi. Mais en tout cas, c'est bien. On voit que les batchs de voitures se succèdent et Ouais. Ce qu'on amènent peut dire, petit. c'est que c'est vraiment le même release que celui du mois passé, hein. C'est Mhm. vraiment, on est sur le même type de véhicule, des quantités quasi similaires. Ce qui est bien, c'est que ça amène toujours un Pas peu sûr plus pour de les supply de années à venir. véhicules dans l'écosystème. Et à partir du moment où une mécanique sortira, on aura déjà tout un flot de véhicules qui seront soit sur le second marché, soit déjà en possession des joueurs. Et ça devrait, en tout cas, bien lancer la chose quand les mécaniques avec les véhicules sortiront. Exactement. Je te propose qu'on passe à cette fameuse interview Voilà, de c'est le DOS. l'interview de Yatsu. Je vais Yatsu Yatse Yatsu. Yatsé, ouais, j'ai dit Yatsé pendant toute l'après-midi et je vais devoir me concentrer pour ne pas redire Yatsé. Donc, Monsieur Yatsé, si je vous appelle Yatsu, ne m'envoyez pas. Voilà. Si vous connaissez pas la chaîne, c'est Paul Barron Network qui fait des chouettes vidéos généralement sur Ouais, top contenu, hein. top contenu vraiment en anglais malheureusement, mais si vous ne parlez pas anglais, il n'y a pas de souci, on vous traduit un petit peu ce qui s'est raconté aujourd'hui. Il a fait une interview de l'ami Yatsu, qui est un entrepreneur de renom qui a monté évidemment Animoca Brands qui investit dans Upland et dans énormément d'autres projets liés de près, de loin, de très près et de moins loin au métaverse, au Web3 et toutes ces nouvelles technologies de l'Internet. Euh, Est-ce que tu souhaites dire quelque chose en particulier sur le personnage nocif avant qu'on ne voit la première partie de l'interview? Ouais, je note juste que Frag a dit Norse boit de l'eau, ça doit cacher une grosse news bullish sur Upland. On y Voilà. vient, on y vient, on y vient.
Je voulais noter, souligner. Je vais pas vous faire une news bullish sur Upland, je vais vous faire une news bullish sur le métaverse. Ou du moins, je vais vous expliquer d'une manière tellement bullish pourquoi on est bearish sur le métaverse. Petite, petit disclaimer. Même moi, tu m'as perdu là. Ok, tu veux dire quelque chose en particulier sur Yatse Yatsu? Ça y est, c'est parti. Non, non, non. Avançons sur les prochaines diapos. Ok, alors la première chose moi que j'ai repéré, donc fatalement dans cette interview, on demandait à Yatsu son avis sur la politique massivement de Fortnite, qui est un jeu bien connu et qui petit à petit essaye de mettre un doigt de pied dans le métaverse. Et la première chose que je retiens moi, c'est ceci, c'est le fait que encore aujourd'hui, on commence des interviews qui traite du métaverse par une définition de ce qu'est le métaverse. Et on demande à ce monsieur, donc qui est Tim Sweeney, qui est, pour la petite histoire, le CEO de Epic Games, le créateur de l'Unreal Engine, donc le moteur de jeux vidéo bien connu et utilisé par énormément de gens, le créateur de Fortnite. Donc on est quand même sur une personne influente et active du domaine du jeu vidéo. Et sa définition, moi, me sidère, parce qu'il commence par un c'est juste une expérience sociale de divertissement. En 3D, en temps réel, etc. Mais c'est juste une expérience. Déjà, je trouve que cette manière de balayer le concept est incroyable. Mais en tout cas, c'est la définition que Tim Sweeney fournit du métaverse. C'est absolument pas la définition de Yatsu. Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu ce que t'en penses, Nocif? Est-ce que Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que qu'est-ce que Yatsu a à redire à ça au final? Est-ce qu'un métavers c'est juste une expérience de divertissement social en 3D temps réel? bien, j'ai envie de te dire, qui suis-je pour donner la définition officielle du métaverse puisqu'elle n'existe pas encore? Donc, ça serait un petit peu présomptueux de ma part. Mais c'est vrai que, mis à part la définition de ce que pourrait être le métaverse, on peut parler en tout cas de la tech et de ce qui est disponible aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ça c'est une chose auquel on peut apposer le mot métaverse ou pas. En revanche, c'est quelque chose qui existe. Et une personne comme Tim Sweeney qui ne le met pas sur la table, euh, ça reste de la mauvaise foi, dans tous les cas. Puisque c'est une technologie que lui-même pourrait implémenter, qui pourrait être révolutionnaire à bien des égards. Et voilà, il prend le soin de vraiment, voilà, ne pas la mentionner. Mais en fait, Donc, c'est pas ça le en dit seul, long, c'est déjà. pas le seul hein, pour l'instant à dévaloriser un petit peu le concept de métaverse. On a là, je vous ai pris en vrac quelques articles que j'ai bêtement tapé départ du métaverse ou société qui arrête le métaverse. Enfin voilà, j'ai bêtement tapé ça et en fait on retrouve pas mal d'articles avec allez, je vais pas dire un acharnement médiatique parce que ce serait déjà prendre un peu parti, mais en tout cas un écho médiatique assez fort à toutes ces entreprises qui quittent le métaverse. Et ce qui me choque un petit peu, moi déjà, c'est qu'on parle pas des entreprises qui rentrent dans le métaverse, on en parle beaucoup moins, c'est beaucoup moins visible, les médias en parlent beaucoup moins, alors que dans tous les domaines de l'économie, il y a toujours des acteurs qui rentrent, des acteurs qui sortent, et si on ne parle que des acteurs sortants, fatalement, ça donne une mauvaise impression de la dynamique de l'entreprise. C'est vrai, non? Tu sais, si à la télé, du jour au lendemain, on te disait Bien sûr. l'intégralité des gens vendent Tesla, mais je pense que les gens auraient une vision un peu triste de l'action Tesla. Alors que si on leur dit, voilà, telle entreprise est Vendrait sortie, telle Tesla, surtout. entreprise est rentrée, voilà, ça choque tout de suite beaucoup moins. Donc là-dessus, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, pourquoi, quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, le grand public boude un peu le métaverse? Et j'en suis arrivé avec 7 points qui me semblent, en tout cas, digne de réflexion et qui serait bon d'amener sur la table. Après, si ça vous parle, si vous avez d'autres analyses, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous parle pas du tout ou si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le dire non plus. Donc, déjà, moi j'ai mis le manque de formalisation académique. C'est pas possible qu'aujourd'hui on n'ait pas encore une définition claire de ce qu'est un métaverse et une définition autour de laquelle tout le monde se solidarise quoi. Quand tu vois Tim Sweeney qui te dit c'est juste une expérience en 3D temps réel où les gens peuvent socialiser,
Au final, alors, n'importe quel jeu vidéo est un métaverse. Et je pense que c'est un peu limite. Tu peux pas dire que Upland est un métaverse et qu'en même temps GTA est un métaverse. Il y a un gouffre entre les deux écosystèmes et voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a l'effet ChatGPT. Donc, on a tous vu ChatGPT qui a pris d'assaut les médias, qui a clairement créé un effet waouh dans la communauté technophile. Et cet effet waouh, à mon avis, a un peu effacé la hype du métaverse. Troisièmement, le manque de preuves de concept, et là je parle au niveau des métaverses, le manque de preuves de concept mind-blowing. Alors, dans la communauté, nous, bien sûr qu'on trouve tous que Upland, c'est un projet mind-blowing. C'est parce que on est investi dans le projet, on sait comment ça fonctionne, on se renseigne, on vit l'écosystème, on participe activement. Donc fatalement, on a cette vision de qu'est-ce qui dans Upland est révolutionnaire. Par contre, pour Monsieur Tout le Monde, il n'y a pas ce mind-blowing immédiat comme ChatGPT a pu l'amener. Un truc où on tape quelque chose et une intelligence artificielle te répond, ça au niveau frein à l'utilisation, c'est très faible. N'importe qui peut essayer. Si tu as déjà fait une recherche sur Google, tu peux faire une recherche sur ChatGPT. Upland n'en est pas encore à ce stade-là, donc on n'en est pas encore arrivé au mind-blowing mainstream, je pense. Euh, Est-ce que tu veux déjà réagir là, Nocif, ou je continue? Non, non, continue, continue, fais Ensuite, ton analyse. parfait. J'écouterai Quatrième attentivement. point qui me semble important aussi, c'est que Facebook s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec son métaverse. Et malheureusement, je crois que ça a marqué un peu les esprits des gens et que dans l'esprit de pas mal de consommateurs, métaverse reste un peu synonyme de Facebook et reste un peu synonyme de projet un peu fade qui prend pas, qui n'arrive pas à séduire la communauté. Donc, mauvaise image en général du métaverse. Cinquième point, le bear market qu'on voit sur les marchés financiers, sur les NFT, sur les cryptos, enfin bref. Je vous cache rien, vous savez tous, si vous regardez un petit peu les marchés, on n'est pas en phase géniale. Donc fatalement, moins de capitaux qui arrivent dans Upland. Dès que les marchés crypto remontent en force et de manière durable, les capitaux finissent toujours par arriver dans Upland. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué et c'est ma spéculation. Ça, chacun peut avoir son avis là-dessus. Autre point, alors je vais éclaircir un peu ça parce que un médium fantasmé qui n'existe pas, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais m'expliquer. Pour ChatGPT, le médium c'est quoi? C'est un téléphone ou un ordinateur. Si vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous pouvez y accéder et vous pouvez expérimenter l'effet waouh de ChatGPT. Dans Upland, malheureusement, et dans les métaverses plus généralement, dans l'esprit du consommateur moyen, le médium par lequel on va accéder au métaverse, c'est le casque de réalité virtuelle. Or, pour l'instant, il n'y a pas encore réellement de proposition grand public et aussi massivement accessible qu'un ordinateur ou un téléphone. Il n'y a pas encore de solution de réalité virtuelle qui soit satisfaisante et qui puisse permettre d'expérimenter le métaverse dans les conditions que fantasment les gens. Ça vaut peut-être la peine de le rappeler, pour Upland, la réalité virtuelle n'est pas une priorité. Ils ne pensent pas vraiment en faire un cheval de bataille, en tout cas personnellement. Maintenant, je pense que à terme, ça finira par arriver. Donc ça, c'est aussi un gros frein à l'adoption de l'idée du métaverse dans l'esprit des gens, c'est qu'il n'y a pas de casque de réalité virtuelle, donc c'est moins sexy, va-t-on dire. Et le dernier point que j'ai relevé, c'est une confusion médiatique entre l'effet de mode et la disruption. Dans les médias, on entend souvent parler de vous pourrez vous balader dans le métaverse, vous pourrez faire ceci, cela dans le métaverse, mais au final, il n'y a jamais vraiment de relations profondes qui sont tissées entre le métaverse et le Web3, entre le métaverse la possession économique, entre toutes ces choses qui au final donnent la réelle valeur ajoutée et la réelle profondeur, à mes yeux en tout cas, au métaverse. Donc quand on a des médias qui se contentent de présenter des applications basiques, les gens finalement finissent par croire que le concept de métaverse est basique. Voilà, ce sont les 7 points en tout cas que moi j'ai repérés. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je me plante complètement? Nocif, qu'est-ce que t'en dis? Non, non, ça c'est sûr, je suis clairement d'accord avec toi sur tout ce que tu as mis au jour. Là, c'est vraiment, on est dans
Voilà, c'est un petit peu nos... où le bas blesse en ce moment. C'est vraiment ces points-là qu'il va falloir potentiellement, enfin, petit à petit, voilà, apporter des solutions. Mais Maintenant, je te disais que rien j'allais de être grave, bearish. hein. Je te disais que j'allais être bearish sur le metaverse, mais que je finirais par te le tourner bullish. Donc, moi, mon prisme bullish quand je vois tout ça, finalement, c'est de me dire que on est sur un problème d'éducation. Et l'éducation, au final, il n'y a rien de plus facile. T'es pas sur un problème d'impossibilité technologique à atteindre quelque chose. T'es sur un domaine qui se développe rapidement. Nous qui avons le nez dedans constamment, on s'en rend compte. Le développement est vraiment stable et ne faiblit pas. Donc ça, déjà, c'est très rassurant. C'est rassurant également de voir des nouveaux produits qui arrivent et qui viennent se greffer petit à petit à tout cet inconscient collectif de métaverse. J'entends par là Spatial.io, par exemple, qui te permet de créer des espaces en 3D, qui a démocratisé la création 3D quelque part, un petit peu. Tout ça, ce sont des projets qui vont avoir de belles synergies avec le métaverse et qui ne vont faire que s'emboîter les uns dans les autres pour finalement créer le concept. Et à partir du moment où tout ça sera emboîté, je pense que les gens vont très vite avoir l'effet waouh qu'on a pu avoir sur ChatGPT. Mais cet effet waouh ne viendra pas par l'apparence, il viendra par la possibilité. J'entends par là l'apparence, ça bluffera personne. Tout le monde a déjà joué à GTA, tout le monde a déjà joué à un jeu AAA, et c'est pas l'apparence qui va bluffer les gens. Ce sont les possibilités de ces nouveaux univers. C'est de se rendre compte, ok, en fait, j'arrive dans Upland, je connais, ça ressemble à GTA, c'est photoréaliste peut-être ou pas, je ne sais pas, mais c'est pas l'apparence qui me bloque. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ici dedans? C'est incroyable de pouvoir gagner sa vie, retirer de la valeur, avoir des actifs dont on a dont on a une réelle possession. Et c'est tout ça qui va créer cet effet waouh. Mais pour ça, il faut que les gens l'expérimentent. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est bullish. C'est qu'on est sur une hype qui est un peu difficile à percevoir, qu'il faut expérimenter et qui, pour ça, doit être développée d'abord. Et tout va dans ce sens-là. Donc ça me rend bullish. J'exagère, je suis trop optimiste, peut-être. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment. Non, non, c'est. Bah, après, en fait, le seul truc, c'est que. Voilà, il y a le métavers, c'est un terme qui est bien trop générique. Et du coup, on ne sait pas de quoi on parle forcément quand on parle de métaverse. Et c'est pour ça, moi, là, j'aimerais bien, en fait, euh, faire une petite déchiffration, en fait, de l'interview de Yatsu et vraiment mettre en opposition, on va dire, les arguments, le peu d'arguments qu'apporte Tim Sweeney et, et comment, on va dire, Yatsu réagit à ça, Mhm. clairement. En revanche, en fait, là, on va pas parler du métaverse, quelque chose qui va ressembler à Upland ou ce genre de choses. On va plutôt parler, en fait, du Web3 et du gaming play to earn. On va rester vraiment dans ce modèle qui est décrit par, donc plus profondément, qui est décrit par Yatsu et par Dirk aussi, et donc on va dire tout le consortium OMA 3, qui donc crée en fait cette toile de l'OMA 3, donc de l'Open Metaverse, avec l'interopérabilité, etc., tous les tenants et les aboutissants. Donc en fait, pour revenir à ce que Tim Sweeney met en avant, c'est vraiment, donc lui, en fait, il va vraiment en fait prêcher sa paroisse. C'est-à-dire que lui, il travaille sur un business model depuis des années qui est aux antipodes en fait de ce qui est en train d'amener donc l'Open Metaverse Soma 3 et les idées de Yatsu et de dire que tout ça. Donc lui, forcément, il va botter en touche parce que son business model est clairement potentiellement menacé, en tout cas, si on reste vraiment très pragmatique. Donc, comment donc, Team Sony apporte la chose, donc le métavers, donc c'est exactement comme tu l'as dit il y a quelques instants, c'est vraiment voilà, juste une plateforme sociale où on joue et où on s'amuse et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et donc, du coup, dans ce modèle, le NFT n'est pas nécessaire, donc la vraie propriété virtuelle n'est pas nécessaire. Et donc, du coup, on met vraiment en fait le concept de l'open metaverse avec la propriété digitale, on le met aux oubliettes. Restez bien sur notre modèle économique, n'allez pas voir ailleurs. Fortnite, c'est très bien. Donc, on est vraiment sur ce concept. On peut pas lui en vouloir. Voilà, on peut pas lui en vouloir parce que
il prêche sa paroisse, c'est son business et la restructuration pour vraiment changer de ce type de business model à un autre business model type Web3, Web3 et voilà une manœuvre potentiellement compliquée et qui aurait peut-être dû être amorcée en amont, qui n'a pas été faite. Donc voilà, il prêche sa paroisse, ça c'est sûr, c'est un chef d'entreprise. Donc qu'est-ce que Yatsu va apporter à ça? Enfin, quels sont les arguments que Yatsu va mettre en place dans l'interview pour dire, voilà, en gros, le travail de Yatsu, qui lui va prêcher sa paroisse, qui est l'OMA 3 et l'Open Metaverse, qu'est-ce qu'il va dire en fin de compte voilà, pour un petit peu démonter la manière dont Tim Sweeney, donc le gars d'Epic, voit le Metaverse. Donc en fait, la première chose, c'est qu'il va dire que donc Tim Sweeney, comme il est vraiment dans son écosystème, et que son écosystème, c'est un écosystème type Web 2 très cloisonné, avec voilà, c'est un modèle économique de jeux vidéo comme ce qu'il y a de plus normal qu'on a toujours connu, c'est-à-dire voilà, c'est une maison de production qui produit des jeux et certains créateurs qui viennent par-dessus rajouter du contenu, mais surtout beaucoup de consommateurs et qui viennent juste consommer le consommable qu'il y a dans le jeu et c'est ça qui fait tourner le business model. Donc Yatsu dit que donc voilà, ils sont vraiment donc enfermés dans ce modèle et qu'ils ont du mal à voir en fait qu'est-ce qui pourrait être nouveau et qu'est-ce qui pourrait disrupter en fait tout ce modèle économique. Donc il dit que potentiellement en fait Tim Sweeney ne voit pas en fait la révolution qui est potentiellement à l'horizon. La deuxième chose c'est que l'écosystème NFT est voilà, en fait c'est extrêmement volumineux en termes de transactions et on va dire de, euh, de gains de revenus, en fait. Au- Autant on est très très peu d'acteurs dans le gaming NFT, autant ce que ça génère comme revenu, c'est énorme et au niveau de l'échelle par rapport à ce qu'une plateforme comme Fortnite peut voilà, engranger comme de millions d'utilisateurs, même au niveau de voilà, par jour, proportionnellement, les stats du marché NFT explosent la rentabilité en fait du concept. Donc ça, c'est une chose très importante voilà, à garder à l'esprit. On peut regarder que sur l'année passée, en 2022, on a eu une année très, voilà, vraiment, c'était vraiment, on était dans une sorte de bear market au niveau des cryptos, au niveau de la métaverse, etc. Et c'est vrai que même avec donc cette petite base player et ce donc forcément petit nombre voilà, de transactions et ce petit écosystème, on a quand même engrangé des revenus qui sont monstrueux à hauteur de 27 milliards de dollars tout de même, en sachant qu'une plateforme comme Spotify, sur une année, donc sur l'année 2022, n'a vraiment donc réussi à rétribuer à on va dire ses créateurs, donc tous les artistes qui créent la musique, 7 milliards de dollars, on va dire. Enfin, c'est pas, c'est les chiffres. Et donc, c'est pas le chiffre d'affaires, hein. C'est 7 milliards de dollars, c'est vraiment ce qui a été rétribué en termes de royalties aux créateurs. Dans le... Donc, je sais pas où on était exactement, mais en tout cas, pour dire que Tu donc, disais, l'écosystème tu disais, NFT, attends, pour reprendre juste et remettre un peu de perspective, tu disais que il y avait pour Spotify, il y a eu 7 milliards de rétributions aux artistes, alors que le milieu du métaverse avait rétribué 27 milliards. Donc exactement. bien plus que Spotify, vu le nombre délirant d'utilisateurs qu'ils ont par rapport au petit nombre, pourrait-on se dire, des actifs dans le métaverse. Et tu disais C'est ça. également que là où des plateformes telles que Fortnite rétribuent à hauteur de 27% les créateurs, on a des plateformes type métaverse qui rétribuent jusqu'à 95%. Exactement. Donc, dans tout ce qui est play to earn, donc, ce genre d'écosystème, donc, qui est amené à populer en fait l'OMA 3 et ce genre de concept, on est plutôt dans une rétribution de 95 à 98%. Et Upland, par exemple, c'est un très bon exemple parce qu'on est vraiment dans voilà, même les fees de Upland, c'est vrai qu'elles vont potentiellement dans la community pool, donc c'est même pas la boîte qui prend. Donc voilà, une fois que l'argent prend. Après, on ne va pas rentrer dans le modèle économique de Upland, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, on voit que voilà, la rétribution, elle est, elle est énorme. Parce que si on prend le vrai chiffre d'affaires d'une boîte comme Spotify, par exemple, on est loin des 7 milliards.
on est à beaucoup, beaucoup plus. Mais ce qui redonne à la personne qui crée vraiment le contenu, c'est très peu au final. Et donc déjà, en fait, un petit écosystème comme le monde NFT explose, mais au tapis, voilà, ce genre de boîte comme Spotify. Donc c'est pas anodin. Ça, c'est pas anodin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'informations dans cette interview. Ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, les cycles de... Voilà, on est passé par plusieurs phases dans le monde du gaming. Dans le monde du gaming, on est passé par la première phase où en fait c'était donc le pay to play. Donc, c'est-à-dire vous alliez chez Micromania, vous achetiez un jeu et ce jeu, bah, si on vous l'avait bien conseillé, bah, tant mieux, il vous plaît. Si c'était un jeu qui ne vous plaisait pas, bah, tant pis, vous l'avez quand même acheté. Donc ça, c'était le tout premier modèle économique que nous, on a vraiment connu. Et c'était le pay-to-play. Le pay-to-play s'est fait quand même pas mal balayer ces derniers temps avec voilà, toutes les plateformes, on va dire, de streaming, de gaming, quoi, où on a accès à tout. Et en fin de compte, le modèle a changé dans le sens où c'est vrai que le jeu devient accessible, donc presque gratuit, et vraiment comment on va rémunérer les créateurs du jeu. C'est plutôt avec voilà, des packs internes et comment ils appellent ça, des paiements intégrés. Enfin. Et là, on est plutôt passé au free-to-play avec voilà, donc, des skins, ce genre de choses qui vont vraiment rémunérer. Donc là, ça a quand même vachement disrupté en fait l'écosystème, puisqu'on est passé voilà, un endroit où on y avait, on pouvait pas mettre les pieds dedans sans vraiment avoir fait l'investissement. Et là, on est devenu on est rentré dans un truc beaucoup plus, avec un aspect beaucoup plus smooth et marketing, où on te laisse rentrer pour taper et après on te force à consommer par, voilà, l'enthousiasme et voilà les biais marketing qu'il y a in-game. Donc ça, et par-dessus ça, là où vraiment on peut reconnaître que Fortnite a fait vraiment quelque chose d'intéressant, on peut le voir aussi avec GTA Online, c'est vraiment le côté social, le petit layer social qui est revenu par-dessus. Ça, c'est sûr. En revanche, on reste sur le fait que quand vous venez consommer cette plateforme, au final, vous la rémunérez, cette plateforme, dans tous les cas. Et en fait, vous la rémunérez pas juste parce que vous consommez, parce que vous êtes aussi le consommable, en fait. Voilà. Comme on dit, quand quelque chose est gratuit, c'est sûrement vous euh, le produit. Donc en fait, avec ce nouveau type, donc le free-to-play, voilà, on est tous un peu devenus le produit en fait de cet écosystème, de ce marché en fait du gaming. Et donc voilà, donc on arrive maintenant à un potentiel, une nouvelle disruption, une potentielle disruption qui est en fait bah, le play to earn, où en fait les créateurs des plateformes ont bien conscience que bah, vous êtes aussi les travailleurs en venant bah, créer du contenu et en le consommant en fait. C'est tout ce genre de nouveaux modèles. Et en fin de compte, bah, voilà, on vous rétribue comme un employé limite, et c'est le concept du play to earn. Donc voilà, quand on parle de play to earn, c'est vraiment ce concept, c'est de se dire, OK, on a bien conscience maintenant que même les outils de création, etc., deviennent de plus en plus puissants et c'est de plus en plus facile de créer du contenu. Et au final, c'est vous-même qui faites tourner l'entreprise. Donc autant vous donner un petit peu de part de marché, de faire rentrer dans l'économie et de tirer des profits, en fin de compte, de votre investissement de temps, etc., etc. Donc voilà, donc on voit la frise chronologique de comment ça a avancé, en fait. Comment on est passé d'une révolution à une autre. Donc, est-ce que le play to earn, c'est une révolution, vu que ça n'a pas été encore adopté au niveau des masses? Donc potentiellement, ça va faire un flop, c'est possible, hein, on ne sait pas, vu que ça n'a pas été encore validé. Mais en revanche, on voit que on se dirigerait potentiellement vers quelque chose comme ça. Donc ça, c'est intéressant aussi de le noter. Et si voilà, rajouter le fait que c'est, comment dire, il y a, moi, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça risque d'être un petit peu, ouais, un petit peu confus. Si je m'avance, je pense que j'ai dit déjà des trucs qui sont un peu, voilà, qui sont un petit peu, pas borderline, mais qui sont un petit peu, voilà, pas forcément très, très, très clairs pour tout le monde. Et comme j'ai pas extrêmement bien le dossier en main, je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà, si vous avez des questions, tout ça, on pourra y répondre plus tard.
Mais c'est vrai, je pense que je vais vous laisser avec ce genre, voilà, ce bloc d'informations. Peut-être il y a quelque chose que je voudrais rajouter quand même, mais j'ai oublié. Ouais, c'est le fait que normalement, il y a un concept, c'est le fait que normalement, quand il y a une disruption, on voit qu'en fait les gros groupes qui se sont faits en fait vraiment, qui sont grossis économiquement grâce donc à avoir surfé sur la bonne vague, ont la force économique pour pouvoir en fait racheter les nouvelles, on va dire startups qui se créent en fait sur donc, voilà, la disruption, donc sur les nouveaux concepts. Et en général, les anciennes boîtes les rachètent. Donc, par exemple, on l'a vu avec Meta. Meta, ils ont vu des concurrents comme Instagram arriver et apporter vraiment donc voilà, la pointe du web 2, on va dire, au lieu de les laisser euh, donc prendre trop de poids et devenir des concurrents à Meta, ils les ont achetés parce ils avaient le pouvoir de les racheter. Voilà. Donc ça, on voit toujours que le plus gros mange le plus petit tant qu'il n'a pas réussi à faire sa place. Là, en fait, avec le Web3 et le fait qu'en fait, on est propriétaire, un petit peu propriétaire de la plateforme sur laquelle en fait, donc on joue et on consomme, on dépense du temps, etc. On est un peu tous un petit peu des shareholders, on est un tout petit peu des actionnaires tous de ces plateformes dans lesquelles on joue. Et donc, en fait, pour des gros groupes comme Meta, ça va être un petit peu compliqué de venir racheter et remettre main mise sur voilà, ce nouvel écosystème, parce que en fait, cet écosystème, c'est plus une entité à racheter, c'est quelque chose de plus organique. Et ça, c'est une nouveauté. On dirait que c'est voilà, une nouveauté un petit peu dans les schémas en fait voilà, de disruption, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et, euh, et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Bah écoute, moi je suis désolé, mais je surveille la connexion depuis tout à l'heure parce que la connexion Là, va pas de et problème, vient. ouais. Ouais, c'est un peu compliqué ce soir, donc je suis désolé. J'ai pas trop relancé ce que tu disais parce que j'étais un peu en stress avec ma connexion. Mais enfin, en tout cas, on en a parlé cet après-midi, donc je sais très bien ce que tu allais dire. Ouais, y a pas de Euh, souci. je pense qu'on a été un peu flou sur un point. Tout à l'heure, on a peut-être un peu mélangé au niveau des chiffres quand on parlait des 27 milliards de rétribution. On a peut-être un peu trop vite dit que c'était les métaverses alors que c'est le monde du NFT. On a eu le commentaire Exactement, dans le ouais. chat. Donc, Mais le, on va pas laisser de confusion à ce propos parce que en effet, ce ne sont pas les métaverses qui ont rétribué 27 milliards, c'est le monde du NFT qui a c'est le rétribué monde du 27. NFT. Mais je crois que j'ai Mais dit, hein. ah bah écoute, c'est peut-être moi qui ai peut-être mal compris ou je ne sais pas. Mais je voulais juste remettre ça au clair. Et d'ailleurs, ben, je pense on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur l'interview de Yatsu. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, faites-les remonter dans le chat. Et tout Il y à a l'heure, juste un oui, petit point, c'est que, et ça, c'est juste pour finir, en plus, c'est comme ça que plus ou moins, pas l'interview se clôt, mais un gros chapitre de l'interview se clôt. C'est, en fait, Mark Zuckerberg, avec Meta, il a vraiment essayé, en fait, de rester, en fait, dans le modèle économique Web 2, qui est extrêmement profitable, en fait, pour une boîte, une firme comme Meta, puisqu'en fait, en fait, vous ne faites que consommer et eux se remplissent les poches. Et en fait, il a voulu, en fait, prendre en fait de cette révolution Web3, prendre un petit peu de ce côté blockchain, ce côté un petit peu métaverse, etc., les nouveaux concepts, mais tout en voulant garder un pied en fait dans l'ancien schéma extrêmement profitable, voilà, GAFAM, tout ce qu'on adore, hein, bien sûr. Et en fait, Yatsu dit, euh, Meta va faillir parce que le Web3 et en fin de compte, la propriété digitale et tout ce qui tourne autour, et l'open metaverse, c'est un concept qu'on ne peut que embrasser. On peut que se jeter à corps et âme dedans. On peut pas, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire, c'est tellement disruptif que voilà, ça change du tout au tout, les règles, etc., etc. Et on ne peut pas faire de compromis. C'est juste, il faut basculer dedans ou pas. Mais en tout cas, si on le fait, il faut y aller à 100% parce que une chimère entre les deux, c'est pas quelque chose, c'est pas un produit qui est viable. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez juste. bah, disons que c'est un changement de paradigme. Et comme tu dis, c'est à partir du moment où tu passes dans le true ownership, la possibilité de récupérer ses assets, c'est pas pour le faire à moitié, ça c'est sûr et certain. Mm. Donc, on verra si l'avenir lui donne raison, en tout cas pour Meta. Tout à l'heure, au début du live, on a eu une question qui était pas exactement dans le sujet du live, mais je vais quand même y répondre parce qu'on a eu
Mais tu sais quoi, je vais te la poser, Nocif. On va voir si tu as une réponse, parce que franchement, c'est pas une question évidente. C'est une question qui laisse quand même pas mal de flou. Il y a eu des éléments de réponse dans le passé, mais jamais de concrétisation de tout ça. Alors, je te la lis. La question est, en cas de difficulté sur le marché du dollar, comme certains l'envisagent quand on s'intéresse au marché, quel pourrait être votre avis? L'impact sur Upland, quel serait-il? Donc pleine. Quel serait l'impact d'un problème sur le dollar? Alors par problème sur le dollar, je vais supposer que Bah, tu parles d'une dévaluation forte du cours du dollar par rapport aux autres monnaies ou d'une éventuelle en chute du fait, dollar. Je présume que c'est ça que tu En fait, entrevois. le truc, c'est que moi, je pense que je vois d'où vient cette question. Cette question, elle vient un petit peu de l'actualité, du fait qu'on parle de potentiellement la Rentrons pas fin trop sur du... les raisons. Rentrons pas trop sur les raisons. Voyons vraiment les impacts sur Upland. Qu'est-ce que En ça fait, c'est impacterait? lié Ok, parce que vas-y. du coup, Alors il y a vas-y. beaucoup Alors en vas-y. fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que potentiellement, en fait, le dollar pourrait en fait s'effondrer et laisser place en fait à une nouvelle monnaie. En Mhm, fait, il y a un shift direct, que le dollar perde de la valeur, s'effondre, donc le modèle économique occidental s'effondre et qu'il y ait une nouvelle force qui émerge. En fait, le monde, il fonctionne pas comme ça. Si le dollar, il se pète la gueule, il y a tout qui se pète la gueule, quoi qu'il arrive. Tout est trop lié en fait dans nos économies. Au même titre que si le yuan demain il se pète la gueule, il y a tout qui se pète la gueule. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre déjà. Donc c'est-à-dire que si en fait le dollar se pète la gueule demain, bah, Upland prend un coup, mais au même titre que le monde entier en fait. Donc en fait tout est dévalué, tout est dévalué. Donc en fait Upland est dévalué, mais vis-à-vis de tout le reste, hein, vous voyez? mhm, Donc c'est-à-dire que voilà, il perd de la valeur au même titre que tout perdrait de la valeur. En fait, bah, c'est qu'est-ce qui prendrait de la valeur? Ce qu'il y a à manger. Voilà, on serait dans voilà, on arriverait dans un phénomène d'hyperinflation où vraiment les nécessités primaires Pour Upland, deviendraient reste sur Upland. inabordables Reste sur Upland, s'il te et, plaît. euh, et où là, à ce point-là, T'es en train de partir dans un débat interminable. Reste sur Upland, s'il te ah ouais, plaît. ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment. Parce que la question, je pense que ça veut dire, mais quelle est la valeur? À quel point Upland sécurise la valeur, en fait? Mhm. Et moi, je suis convaincu que il pourrait y avoir d'autres phénomènes qui feraient que Upland perdrait de la valeur et où on pourrait perdre, clairement. Mais le fait que le dollar serait dévalué, je ne pense pas du tout que ça pourrait, en fait. Bah, nous faire perdre plus sur Upland que faire perdre plus sur autre chose dans la vraie vie, en fait. On Mhm. perdrait tous. On a tous énormément à perdre que quelque chose comme ça arrive. Voilà. Ouais, moi Après, je. une fois de plus, je suis pas économiste. C'est pas, on va dire que c'est un peu plus qu'un point de vue, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une analyse de professionnel, d'économiste. Attention, Mhm. pas un conseil en investissement et tout ça et tout ça, hein. Ouais. Moi je t'avoue. Alors moi je suis d'accord avec toi dans le sens où si le dollar s'écroule vraiment, Upland c'est le cadet de nos soucis. Enfin, je pense vraiment. Mais moi la seule Non, chose que tout je vous. s'effondre. Là oui, Upland, tout, quoi. je pense que ça pourrait créer un truc vraiment incroyable. Enfin bref, peu importe. Ça c'est pas, moi je suis pas sur cette question-là. Par contre, la réponse que Dirk a déjà fournie par rapport à Upland, c'est qu'ils envisageaient, en tout cas, une collatéralisation, pas une collatéralisation. Ils envisageaient d'avoir un backup différent du dollar pour l'UPEX. Ils ont déjà réfléchi à ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une question qui est floue parce que Upland en a déjà parlé simplement au détour d'une conversation, mais ils n'ont jamais vraiment creusé le sujet. Ils n'ont jamais vraiment expliqué ce qui se passerait avec l'UPEX s'il devait y avoir un gros problème sur le dollar. Est-ce qu'ils pourraient balancer l'UPEX Je pense qu'ils n'ont le, aucune idée. et le mettre et l'adosser plutôt à l'euro, plutôt à autre chose, je ne sais pas. Donc ça c'est compliqué, c'est vraiment très très difficile de répondre à ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une question qu'ils se sont déjà posée en interne et pour laquelle ils ont un plan. Parce que ça avait été dit dans une interview. Bah, Après, quel ils est ont un ce plan plan? J'en sais global. rien. Après, avec quoi ils vont baquer, bah, c'est... Parce que si en fait le dollar il se pète la gueule, ça va être un truc tellement dingue ce qui va arriver après. Soit c'est le dollar qui remonte, tout se restabilise, et puis le dollar reste là. Voilà, voilà, il reprend sa valeur par rapport aux autres monnaies, tout reprend sa valeur. Et du coup, bah voilà, c'était juste une petite downtrend. Mais si par exemple on pouvait s'imaginer que voilà, on passerait d'une monnaie plutôt fiat à une monnaie plutôt digitale ou ce genre de choses incroyables qui pourraient arriver, à les savoir.
Bah, du coup, en fait, c'est l'avenir qui donnerait les réponses. Parce qu'on les a pas, en fait, aujourd'hui. Mhm, Il y a un truc un peu là, je pense. mhm. Upland devra, et comme n'importe qui, que ce soit Upland et n'importe quelle autre boîte voilà, qui utilise le dollar, comme tout le monde utilise le dollar, bah, il faudra voir qu'est-ce qui émerge et aviser, en fait. Je pense pas qu'il y a de vrais plans. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que vraiment on peut faire des pronostics de potentiellement, si le dollar se pétait la gueule, qu'est-ce qui Honnêtement, pourrait se passer derrière? honnêtement, si le dollar se casse vraiment la gueule, je crois que Upland c'est le cadet de nos soucis. Vraiment, je répète quoi. Ah oui, oui, complètement, complètement. Le dollar qui se casse Mais par vraiment la contre, gueule, c'est la monnaie numéro un mondiale qui s'effondre, et c'est un scénario apocalyptique. Donc moi, mais tout s'effondre, hein. De toute façon, il y a pas... Si le dollar il s'effondre, c'est c'est pour ça tout, que je hein. voulais pas trop rentrer dans la description du Mm. scénario apocalyptique, parce que pour moi, c'est même pas vraiment la question en fait. La question, c'est plutôt quel est le rapport de l'UPEX avec le dollar et qu'est-ce qui se passe si le dollar devait commencer à baisser doucement. Et là, je pense qu'il y a en effet des plans en interne pour éventuellement veiller à adosser le PEX à une autre monnaie que le dollar. Et je serais content d'entendre des plans du type avoir un panier de devises qui finalement stabiliserait un peu le cours de l'UPEX. Bon, voilà. Moi, c'est plutôt ça que j'entreverrais, sans aller bien entendu jusqu'à la situation apocalyptique du dollar qui s'écroule, des fourches en l'air et des torches et des villages qui brûlent, quoi. Mm. Mais, ouais. Mais en tout cas, pour rassurer un petit peu tout le monde, c'est vrai, je pense qu'on entend beaucoup des trucs incroyables dans le narratif commun, donc en dehors de Plaine. Faites attention, on entend des trucs, on ne sait pas d'où ça sort trop, hein. Faut rester cool, hein. Restez cool, les gars, restez cool. Voilà, c'était le conseil en En économie. investissement, Le conseil, restez cool. c'était le conseil en investissement. Restez cool. Non, zéro conseil en investissement comme d'habitude, hein. C'est vrai que ça anxiogène un peu et ça ne peut pas vous apporter des réponses juste. Y a pas de... Ça doit aussi, il y a des trucs comme ça qui doivent arriver, ça arrivera, mais il y a très peu de chance, hein, finalement. Hmm. Ben voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Apparemment non. Je sais pas si on a eu des questions sur le serveur. Je crois qu'il y a personne qui a posé de questions. J'adore, on a Écoute, personne qui a des questions. bah écoute, Peut-être c'est attends sur parfait. le général. C'est que c'est clair. Peut-être quelqu'un a Tu, posé peut-être des questions sur le général. Bah écoute, Je sais même pas. jette un petit coup d'œil sur le général. Moi, je jette un petit coup d'œil ici sur le chat. Ma première vue, il y a vraiment rien. Mais non, mais je crois qu'il y a pas de questions. Bah écoute, je Voilà. pense que c'est bon. Je pense qu'on a simplement été clair. Bon, bah écoutez, il nous reste à vous souhaiter en tout cas une bonne semaine. On est au bout de cet épisode. On se revoit mercredi prochain, comme d'habitude, à 21h. Et, euh, et d'ici là, en espérant que le dollar ne s'écroule pas. Et bonne semaine à tous. Ouais, si je peux juste rajouter un petit truc. Ouais, Du vas-y. coup, donc on a fait une sorte de petite. On a analysé l'interview de Yatsu. Donc là, on n'a pas réussi à tout balancer dans le live. Mhm. Euh, je vais faire un screenshot de l'analyse et je vais la laisser. On va la laisser dans le chat du live, par Le chat exemple. du Comme ça, live, ouais. si vous voulez aller jeter un coup d'œil à vraiment. C'est un peu brouillon, peut-être il y a des trucs, on les a mal interprétés, ce genre de choses, mais globalement, dans la forme, on y est, et c'est assez intéressant parce que si vous, voilà, vous analysez bien le truc, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous poussent à nous dire que ouais, le modèle dans lequel nous on mise, il a quand même des beaux atouts, quoi. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, il sera disponible dans le chat du live. Voilà, Voilà, voilà. voilà. Et bien entendu, en mode métaverse, comme d'habitude. À la semaine prochaine à tous. Ciao, ciao. Salut, salut!